droit chemin. Comme la science ne connaît ni le bien ni le mal, mais c'est à nous de l'employer à bon escient. Si nous le faisons, nous pouvons quand même avoir la chance de toute la station. Sapiens, sapiens. N'entre point en âme malicole. Science sans conscience n'est que ruine de... Alors ça veut dire que le savoir. Aujourd'hui, la littérature ne souffre pas de support. Aujourd'hui, tous les documents que vous avez sont réduits en format quoi? PDF, en format Word, vraiment dans beaucoup de formats, et cela a été facilité par les applications de la science. Aujourd'hui, deuxièmement, la littérature aussi peut faire sa propre promotion en utilisant les apports de la science. Parce que tout le monde sait que, aujourd'hui, si vous écrivez un livre, à la minute près, toute la planète peut avoir ce livre par version électronique. Les problèmes de saisie, mais on n'a plus. À l'époque, il y avait les copistes qui écrivaient avec l'encre et la plume, mais aujourd'hui, on a l'ordinateur. Donc la science est là au secours de la littérature. Maintenant, on peut écrire des romans, des recueils de poèmes en utilisant la machine. Donc vous voyez, la science est venue pour supporter, pour encourager, pour épauler donc, la littérature. Je me résume. La science est aidée par la littérature parce que la littérature se pointe comme étant une sentinelle. La littérature va jouer le rôle de veille, le rôle d'alerte, le rôle de contrôle. Deuxièmement aussi, la littérature va jouer le rôle d'éducation et le rôle d'orientation. Et vice-versa, la science aussi va apporter son concours à la littérature. Surtout au niveau des supports de diffusion, surtout avec les bibliothèques ambulantes, électroniques. Aujourd'hui, le portable que vous avez peut emmagasiner des milliers et des milliers de fichiers littéraires. On n'a pas besoin, si on veut, d'aller vers une bibliothèque physique. Mon portable, mon ordinateur peut servir de bibliothèque numérique. Donc c'est l'ère de la digitalisation, c'est l'ère du numérique. Et même au niveau de l'éducation, on parle de la transformation de l'éducation. Je me rappelle, il y a 2 ans, je devais aller à New York, aux Nations Unies, assister à un séminaire sur la transformation de l'éducation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est l'entrée du numérique à l'école. Aujourd'hui, c'est ça qui est en vogue. Le président vient de le dire, on est en train de digitaliser. Les gens qui ont des extraits, on n'a plus besoin vraiment de faire des registres que les termites vont détruire. Avec les livres aussi, nous allons assister à ce phénomène. Donc voilà pour le rapport entre science et littérature. Pour les séries S, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous en sortir, prenez 4 tableaux. Dessinez 4 tableaux. Vous mettez littérature, vous le compartimentez en 2 colonnes. Ça fait 2 tableaux. Vous mettez science, vous le compartimentez en 2 colonnes. Ça fait 4 colonnes. Pour littérature, première colonne, vous cherchez les forces de la littérature. Ça veut dire ce qu'on va étudier tout à l'heure, les fonctions, les grandes fonctions, l'utilité de la littérature. Ensuite, vous prenez la faiblesse, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure. Science, vous prenez les avantages de la science. Ah, tout le monde sait que la science a des avantages. Sur le plan du transport, on n'a plus besoin de voyager à dos d'âne ou à dos de chameau. Maintenant, avec l'avion, les distances sont réduites. Pour aller à la Mecque, on le faisait à dos d'âne, à dos de chameau. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'avion qui nous transporte jusqu'à la Mecque. Pour le transport, non, la science a fait des miracles. Pour la communication, cette communication réduit les distances. Quelqu'un peut être aux États-Unis et peut suivre ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ici au complexe communal. Donc, sur le plan de la communication, vraiment, on a des améliorations à tous les niveaux. Ça aussi, c'est un avantage. Sur le plan de l'éducation, regardez tous ces portables-là, vous enregistrez et demain, vous allez réécouter ce que le professeur a dit dans cette salle. Ça, tout ça, ce sont des avantages. Les recherches, avec les moteurs de recherche, Google, je ne sais pas, il y en a N moteurs que vous pouvez consulter et qui vont vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour quand même documenter vos exercices. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est en vogue. Tout ce que vous demandez à l'Internet
il vous le donne. Alors voilà des avantages. Sur le plan médical, on peut faire même des opérations à distance avec l'hôpital Néné Fesha de Kédougou. Quand Wade était là, l'expérience était tentée. Depuis les États-Unis, on fait subir une opération à quelqu'un qui est ici au Sénégal par laser. Donc, la science a fini de relever les plateaux médicaux. Aujourd'hui, on peut faire des opérations, on peut faire des greffes, on peut faire la chirurgie. J'ai une oreille qui ne m'arrange pas, mais je peux la remplacer par une autre oreille. J'ai une lèvre tombante, cette lèvre ne m'arrange pas, je peux faire une greffe pour avoir une belle lèvre. Tellement d'avantages, au point que, elle devient incontournable. Alors, si vous renseignez ce tableau, au moins vous avez 2, 3, 4 avantages. Vous renseignez le 4e tableau où vous aurez les méfaits de la science. Et on a énuméré quelques méfaits de la science. Maintenant, au bac S, qu'est-ce qu'on fait? Soit on valorise la littérature, on minimise la science. Ou bien on valorise la science, 3 mois de cours, le programme est plié. 3 mois de cours suffisent pour plier le programme. Parce que les sujets, pour les S au bac, presque sont les mêmes sujets qui reviennent. Il n'y a pas de difficulté. Si vous avez une maîtrise de la littérature, une maîtrise de la science, ses avantages, ses méfaits, mais c'est fini. On ne peut pas vous donner un sujet qui puisse vous créer des problèmes. Passons maintenant aux fonctions de la littérature qui intéressent tout le monde, S et L en même temps, toutes séries confondues. La première fonction que nous allons prendre, c'est la fonction engagée. L'engagement est une fonction que les élèves aiment utiliser. Mais attention, je vous dis une fois encore, ne partez jamais des contenus pour aller vers le sujet. Non, partez du sujet pour aller vers le cours. Il faut toujours partir du sujet pour aller vers le cours. Il y a certains qui, coûte que coûte, veulent toujours insérer dans leur devoir cette fonction d'engagement. Or, il y a certains sujets qui ne font pas état de cette fonction. Je me rappelle, nous avons fait un devoir où on a parlé de romans. Nous y reviendrons. On a parlé de romans comme réalité. Ensuite, on a donné un deuxième axe, roman comme, je ne sais pas, sorte d'engagement. Alors, il y a certains qui ont voulu, coûte que coûte, mettre roman comme fiction. Et pourtant, la consigne ne l'a pas dit. On a dit d'une part, d'autre part. Et ils ont créé une autre fonction fiction que ces élèves-là ont voulu, vaille que vaille, et ils l'ont mis. C'est ça qui est grave. Il faut toujours partir du sujet, attention, pour aller vers le cours. Lisez les consignes. Parce que la consigne avait dit, montrer d'une part, au-delà de la fiction, le roman peut montrer la réalité. D'autre part, et on donne une autre fonction. Alors ils se disent quelque part que comme on a dit au-delà de la fiction, non, cette fiction-là, je vais la réserver comme une partie. Réalité, première partie, j'ouvre, j'insère fiction, deuxième partie, et je prévois une troisième partie. Là, vous passez à côté. Si c'est le bac, vous êtes sanctionné. Faites attention. Alors, la fonction d'engagement, c'est une fonction que tout le monde comprend, parce qu'elle est facile. On s'engage quand on veut dénoncer une injustice, une forfaiture, une anormalité, une iniquité. Quand il y a des dérapages, quand il y a des abus, parce que tous ces mots-là peuvent sortir, quand il y a des tracas, parce que ce sont ces mots-là qui bloquent. Quand on parle d'injustice, tout le monde comprend. Mais quand on parle de forfaiture,
c'est une forme d'injustice. Quand on parle de tracas, c'est une difficulté. Quand on parle d'oppression, tout ça renvoie à l'engagement. Prenez ce champ lexical, oppression, tracas, difficulté, que sais-je encore. Tous ces mots-là, si vous les voyez, peuvent renvoyer à l'engagement. Et l'engagement, c'est quand la littérature prend position pour dire non à une forfaiture. Et cet engagement-là peut être rangé sur plusieurs ordres. Tout dépend de celui qui traite. L'engagement peut être social. L'engagement peut être politique. L'engagement peut être religieux. En général, en terminale, on ne sort pas ces trois grandes familles d'engagement. L'engagement est social quand? On parle d'engagement social quand ce sont les relations interpersonnelles qui sont détériorées entre toi et moi, quand il y a ce qu'on appelle la méchanceté, quand il y a l'injustice, quand il y a, je ne sais pas, la jalousie, quand il y a l'hypocrisie. Ce sont des problèmes d'ordre sociaux, des problèmes sociaux qui sont là et qui empêchent la personne de vivre aisément. Il faut dire non à ces formes de forfaiture. Quand quelqu'un brave les normes sociales, quand quelqu'un empiète les normes sociales, quand quelqu'un détruit les normes sociales, il est en train de porter préjudice à la société. Là, on est dans un engagement social. Il faut dénoncer. L'engagement est dit politique. Quand c'est un pouvoir qui exerce son autorité de façon illégale et injuste envers sa communauté, et ce pouvoir, en général, manifeste une certaine lâcheté, marquée par les détournements de deniers publics, marquée par la privation de liberté, marquée par l'incarcération. Tous ces éléments-là que nous avons vécu ici au Sénégal, que vous avez vécu, prouvent que l'écrivain doit s'engager pour dire non à ces dérapages politiques, à ces avis politiques. Quand on développe le clientélisme politique, quand on prend le pouvoir comme étant une paternité, une propriété personnelle, quand on détourne l'argent du contribuable, quand on ne propose rien, quand on est sur le parti unique, quand tout le monde est bâillonné, quand on n'a pas droit à la parole, quand la liberté de presse est bafouée, mais là, on doit se lever pour dire non. Voilà l'engagement politique. L'engagement religieux. Quand ma religion est traînée dans la boue, quand mes croyances sont presque, je dirais, portées atteinte, quand on ne me donne pas cette expression qui me permet de vivre ma foi, là, je peux me lever pour dire non. Quand on interdit l'exercice de mon culte, je dis non. Et nous avons vu, au niveau de l'engagement religieux, au programme de seconde, au XVIe siècle, ce qu'on appelle les guerres de religion, qui ont opposé catholiques et protestants. La littérature a pris position. Tout le monde sait qu'au XVIe siècle, quand on a découvert la Bible dans sa version originale, les gens qui étaient au clergé n'étaient pas trop contents. Parce que cette Bible, dans sa version originale, donnait ce que la religion chrétienne imposait comme chemin à suivre. Mais on a constaté que les Bibles qui étaient utilisées étaient des Bibles taillées sur mesure, qui donnaient des faveurs et des privilèges aux hommes d'église. Quand Calvin et ses hommes ont découvert la Bible dans sa version originale, ils ont senti que ce que l'Église faisait et ce que la Bible originale authentique disait, il y a un fossé. C'est abyssal, c'est diamétralement opposé. Il fallait donc dire non. Ils ont commencé à protester. Et à protester pour dire aux hommes d'église que la Bible que vous avez n'est pas bonne, voilà la vraie Bible. Voilà la vraie Bible. Et on a fait lire cette vraie Bible à beaucoup de Français. Et ces gens-là étaient convaincus que Calvin avait raison. Et les gens sont venus derrière Calvin et ils ont commencé à protester
à protester, à protester. L'Église n'était pas contente, surtout l'Église chrétienne orthodoxe. Et cette Église-là a dit tout simplement à Calvin, protestez, vous êtes des protestants. Et l'Église chrétienne est fissurée en deux entités. D'un côté, les chrétiens orthodoxes, de l'autre côté, les protestants dirigés par Calvin. Et on a vu, la littérature va prendre position parce que le roi d'alors, François Ier, va réagir de façon vigoureuse en condamnant l'action des protestants. Parce que ces derniers ont interdit, ont fustigé la messe papale. Pour eux, on ne doit pas organiser de messe. Ces gens-là qui sont ici nous trompent. On n'a pas besoin de ces gens-là. Pour eux, c'est Dieu, Jésus-Christ, la Bible authentique. Pour les chrétiens orthodoxes catholiques, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'Église après les catholiques orthodoxes. Vous voyez, si nous comparons les protestants, les catholiques, avec la religion musulmane, les protestants sont les Ibadur Rahman. Ils n'ont pas besoin de marabout. C'est Dieu, Sayyidina Mohammed, le Coran et eux. Ce sont les protestants. Les protestants, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est la Bible, c'est eux. Pour les catholiques, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est la Bible, c'est eux. Vous voyez, les protestants vont éliminer carrément l'Église pour dire que c'est des corrompus, donc nous ne devons pas marcher avec eux et cela va occasionner une guerre qui a duré 40 ans. Oui, une guerre fratricide entre frères. 8 guerres sanglantes qui ont occasionné des milliers et des milliers de morts. Et la littérature a pris position. Chez les protestants, il y a un célèbre écrivain qui s'appelle Agrippa. Il a écrit un recueil qui s'appelle Les Tragiques. On ne peut pas faire la terminale et ne pas connaître cette histoire. Sinon, si vous abordez l'engagement religieux, vous n'aurez pas d'éléments pour illustrer. Agrippa d'Aubigné va sortir les tragiques. Parce qu'Agrippa d'Aubigné est un poète. Il a la chance, lui, d'être au front. Tous ceux qui écrivent, ils n'ont pas eu cette chance d'être au front. Hugo a été virulent, oui. David Diop a été virulent, oui. Oui, tout le monde sait qu'Aragon a été virulent, oui. Robert Desnos, ce cœur qui a hissé la guerre, révolte contre Hitler. Hein? Tout ça, il a dit. Mais ces gens-là n'ont pas été au front. Agrippa d'Aubigné, il a la chance d'être au front. Et il s'est blessé lors d'une confrontation avec les catholiques en tant que protestant. Il a demandé qu'on lui donne de la plume, une feuille. Il va écrire. Il n'est plus sur le champ de bataille, mais il va continuer son combat au niveau littéraire, avec les tragiques. Quand vous lisez les tragiques, vous pleurez. Agrippa d'Aubigné revient, insiste sur la tragédie, sur la cruauté des massacres. Des protestants sont brûlés vifs. Dis, je suis catholique. Tu refuses et tu avances. Non, je suis protestant. On vous demande de dire que vous êtes catholique. Vous dites non, je ne suis pas catholique, je suis protestant. On met le feu sous tes pieds. Tu es protestant ou catholique? Je suis protestant. Et le feu continue jusqu'à ce que vous dites je suis protestant, je suis protestant, je suis protestant jusqu'à mourir. Des femmes enceintes. On met le glaive, le coupe-coupe. Vous êtes protestante ou bien catholique? Elle dit je suis protestante. On commence à rincer, hein, à aiguiser. Et finalement, le sang gicle. Je suis protestante, je suis protestante, jusqu'à ce que le ventre soit ouvert. Regardez les horreurs, les massacres perpétrés. La nuit de Saint-Barthélemy, 3000 protestants ont été tués, égorgés, éventrés et lancés dans ce grand fleuve de France, la Seine. L'eau est devenue rouge à cause des massacres. Agrippa d'Aubigné dit la Seine, qui avait l'habitude de nous donner de l'eau douce, est devenue rouge. L'eau est rouge à cause des massacres. Pour dire l'ampleur de la guerre. Et Agrippa d'Aubigné a été un pionnier parce que son père a été général de l'armée protestante. À 15 ans, il intègre l'armée protestante. Agrippa d'Aubigné, sous le couvert de son père. De l'autre côté,
les catholiques avaient un défenseur, un très grand défenseur qui s'appelait Pierre de Ronsard. Et lui aussi, il va écrire un livre incendiaire. Et dans ses discours, il va développer un réquisitoire extrêmement virulent contre les protestants. Il dit que ce sont des égarés, ce sont des hérétiques. Et il a même proféré des injures contre ces protestants. Vous voyez, la bataille était rude sur le plan militaire, mais aussi sur le plan littéraire. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Eh, vous êtes des littéraires, hein? On ne peut pas faire des cours de littérature et ignorer ces pans importants de la littérature. Sur le plan politique, on peut illustrer l'engagement à partir du roman, à partir de la poésie, si on donnait l'écrivain, si on donnait la littérature de façon générale, et l'engagement sort, on peut illustrer par le roman. Si vous prenez la littérature africaine, mais tout le monde sait que l'engagement est politique, surtout les romans de la contestation. La deuxième période, c'est une contestation politique. On nous a trouvés dans notre continent, on nous a colonisés, on nous a tués, on nous a réduits à néant. Alors, il fallait dire non à cette forme de forfaiture politique. Et tout le monde a vu les écrivains, les romanciers négro-africains réagir de façon vigoureuse. Esa Boto, Ville Cruelle. Tout le monde sait que Esa Boto presque a été le premier à entrer dans la danse. Parce que tout le monde sait qu'avec la première période, qui est une période de consentement, où les romanciers n'avaient rien dit, sinon ils faisaient l'apologie de la culture occidentale, il y a René Maran qui a osé, lui, en tant que défenseur des intérêts français, servant en Afrique centrale, en Oubangui-Chari, il a eu le courage de dire à ces gens qui l'ont envoyé en Afrique pour défendre les intérêts français, de dire que l'Afrique est un continent riche sur le plan culturel. L'Afrique est un continent bien structuré. L'Afrique est un continent bien hiérarchisé. Et René Maran va sortir un grand livre qui s'appelle Batouala. Et Batouala a servi de déclencheur pour les négro-africains. Nous avons défendre l'intérêt français, nous avons c'est en ce moment-là que Batouala a sonné le réveil. Et maintenant, les auteurs africains ont pris leur plume pour maintenant fustiger le couple colonialisme-racisme. Tous ces ouvrages écrits tournent autour de la dénonciation du couple colonialisme-racisme. Quand vous ouvrez colonialisme-racisme, il y a maltraitance, il y a torture, il y a lynchage, il y a viol, il y a tuerie, il y a brimade, il y a tout ce que vous voulez dans la dénonciation du couple colonialisme-racisme. Et tout le monde sait que sur le plan politique aussi, au-delà de ces messieurs, Bernard Dadié, avec Klimbié, mission terminée, avec Mongo Betty, vous voyez, Esa Boto revient. Le premier roman, Ville Cruelle, il s'appelle Esa Boto. Prénom. Ce qu'on appelle un pseudonyme, un faux nom. Il revient encore pour un deuxième roman. Klimbié, il va prendre le nom de qui? Mission terminée, il va prendre le nom de Mongo Betty. Son deuxième roman, Mission terminée. Il se cache à nouveau. Mais son véritable nom, c'est... Quel est le véritable nom de Esa Boto Mongo Betty? Il s'appelle Alexandre Bidi. Son véritable nom, c'est Alexandre Bidi. Voilà une critique politique. Et maintenant, après Amadou Kourouma, d'autres vont venir. Henri Lopez, avec Pleurer et Rire. On peut citer une presque vingtaine de romans. On peut prendre Devoir de violence de Yombe Wologum. On peut prendre Les tambours de la mémoire, on peut prendre Le cercle des tropiques, Les écailles du ciel de Tcherno Monenembo. Ils sont très nombreux à écrire pour dire non. Donc, vous voyez, sur le plan politique, vous avez tellement d'ouvrages pour quand même contester. Au niveau de la poésie, mais sur le plan politique, prenons la poésie de la négritude.
Prenons la poésie de la négritude, avec Aimé Césaire, avec Léopold Sédar Senghor, avec David Diop. Tous ces gens-là ont dit non à cette politique donc, de colonisation qui a fini ce système qui a fini de mettre l'Afrique à genoux. Donc, si je reprends, sur le plan social, on peut donner beaucoup d'illustrations avec des romans sénégalais, comme Une si longue lettre de Mariama Ba. Voilà un roman engagé. Un roman engagé sur le plan social. Nous avons des problématiques qui sont ici au Sénégal, et ces problématiques posent problème, comme la problématique des castes. Aujourd'hui, ça pose problème. Et Mariama Ba a insisté pour dénoncer cette problématique qui aujourd'hui ne nous honore pas. Quand on est bijoutière, on ne peut pas marier un Peul. Quand on est tel, on ne peut pas marier un tel. Et pourtant, on fait des mariages, je dirais, exogamies, parce qu'on prend un homme blanc, on l'amène dans la famille, on l'accepte. Mais entre nous, on ne s'accepte pas. Et Mariama Ba a dénoncé de vive voix dans une si longue lettre. Vous voyez? Alors, si nous prenons toujours Mariama Ba, le gaspillage dans les cérémonies, il en a parlé. Donc, on peut quand même dire que sur le plan social, on peut convoquer des romans africains, mais aussi des romans français. Pour les romans français, on peut prendre Les Misérables de Victor Hugo. On ne peut pas parler d'injustice sociale sans convoquer Jean Valjean, hein, qui a voulu vraiment, qui parle des inégalités sociales. Les forts qui dominent toujours les faibles. Et pourtant, la tendance doit être inversée. Je pense que vous avez tellement de choses à dire sur le plan social, que ce soit au niveau de la poésie, que ce soit au niveau du roman, que ce soit aussi au niveau du théâtre. Si nous prenons également aussi le théâtre, mais l'engagement, il est là. Parce que nous avons ce qu'on appelle le théâtre africain. On parle un peu du théâtre africain? Vous l'avez abordé? Le théâtre africain? Alors, une petite parenthèse, on règle le théâtre africain, on revient. Nous avons l'habitude d'enseigner le théâtre français. Nous avons l'habitude d'enseigner le théâtre africain, fait partie du programme de première, de terminale. Mais malheureusement, on l'effleure ou bien on n'en parle même pas. Alors, le théâtre africain, nous l'envisageons sur 3 angles. Théâtre africain, 3 angles. Le premier angle, c'est le théâtre africain avant la colonisation. Le deuxième angle, le théâtre africain pendant la colonisation. Et troisième angle, le théâtre africain moderne. Le théâtre africain avant la colonisation, c'est un théâtre traditionnel qui s'inspire des rites et des religions. Donc vous voyez, les origines du théâtre africain sont des origines religieuses. On met le focus sur les croyances, sur les rites, sur la religion. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de la première partie, c'est un théâtre également aussi qui met l'accent sur les mœurs. Ça veut dire la manière de vivre, la manière d'agir, la manière de penser, les traditions. Ça veut dire c'est un théâtre qui est une vitrine sociale. Je me résume. Le premier grand domaine du théâtre africain, il y a 2 sous-domaines. Le premier sous-domaine, c'est un théâtre religieux qui met le focus sur les rites et la religion. Le deuxième sous-domaine, c'est un théâtre qui met le focus sur les mœurs, les traditions. Le deuxième grand domaine, c'est le théâtre africain pendant l'ère coloniale. C'est un théâtre qui s'est comporté comme le roman s'est comporté au niveau de la première période. C'est un théâtre qui a fait l'apologie de la culture occidentale parce que c'est un théâtre qui a été développé au niveau de l'école William Ponty de Sébikotane ou l'école Bingerville de Côte d'Ivoire
ce sont les Blancs qui ont pris le théâtre en main et qui ont imposé à nos étudiants des scénarios qu'ils devaient développer, des scénarios, on dit un scénario, des scénarios qui mettaient en avant la culture occidentale. C'était un théâtre laudatif, un théâtre qui valorise l'Occident et un théâtre également qui réduit l'Afrique à néant. Un théâtre qui considérait les Africains comme des barbares, des primitifs, une société ahistorique, une société inculte, où qu'il fallait corriger et lui apporter une bonne manière de faire et de vivre. Ça, c'est le deuxième grand point du théâtre africain. Le troisième grand point, c'est le théâtre moderne. Ah, c'est un théâtre qui va refaire surface. Et ça va être un théâtre engagé. Si vous parlez de l'engagement, on peut prendre le théâtre africain, surtout dans sa troisième période. C'est un théâtre qui axe son intervention sur la réhabilitation et la revalorisation du passé africain. Réhabilitation et revalorisation du passé africain. Surtout à travers ces figures historiques que sont Chaka, que sont Albouri, que sont Lat Dior, entre autres figures. Donc c'est un théâtre qui s'est attaqué donc, aux problèmes sociaux, comme l'hypocrisie, comme la méchanceté, comme la tyrannie, comme vraiment tous ces problèmes que nous avons évoqués au niveau sociétal. Et c'est un théâtre aussi qui a attaqué la politique pour dire non à ces formes de dérapage politique. Donc c'est un théâtre engagé, un engagement complet sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan politique, à tous les niveaux. Le théâtre africain a dit non. Si vous prenez l'exil d'Albouri, là aussi on voit l'engagement que le théâtre africain a fait. Est-ce qu'il fallait rester au Sénégal, combattre le blanc? Est-ce qu'il fallait prendre une décision et aller ailleurs, avoir des forces additionnelles et revenir? C'est ce que Albouri a fait dans l'exil d'Albouri, de Charles Ndao. Si vous prenez Nder en flamme de Alioune Badara Bèye, Nder en flamme montre le courage des Africains, surtout des femmes de Nder, qui ont préféré s'immoler au feu à la captivité. Ces femmes se sont battues, sentant que la force les abandonnait, elles ont tout simplement préféré le suicide à la captivité. Alors quand on est dans ce type de théâtre, quand on est dans le dernier jour de Lat Dior, quand on est dans la tragédie du roi Christophe, quand on est dans Togonini, hein, de Bernard Dadier, ça ce sont des pièces de théâtre qui sont là pour dire non au dérapage politique. Pour vous dire, le programme est vaste. Il y a certains, pour la première fois, ils ont entendu parler de théâtre africain. Attention, vous avez bien fait d'enregistrer à la maison. Reprenez ces enregistrements pour repasser sur ce théâtre africain. Parce qu'on peut vous donner un sujet cette année qui parle de littérature de façon générale et vous aurez besoin de tous ces éléments-là pour illustrer. Donc si je reprends et je me résume, le théâtre africain comporte trois grandes périodes. Une période avant l'implantation coloniale, marquée par deux sous-domaines, un théâtre purement religieux où les rites étaient... Tout le monde sait que du début à la fin, le texte est conversationnel. C'est un texte dialogué avec ses caractéristiques qui sont derrière. Ici dans la salle. Non, pas dans la salle, à Falougaras. Baïsamba, oui. Je l'avais dit. Au théâtre l'année dernière, le théâtre est sorti. Alors. C'est clair. Oui. Donc, voilà, donc on est un membre phare de la lutte pour clôturer le CM Gaïndé Fatma avec son ami l'éminent professeur Hassan Ndiaye. Le président Abdou Karim Fall a un parcours impressionnant qui ne cesse de motiver la jeunesse mbakoise. Avant de clôturer
mes propos, j'aimerais évoquer la citation de Cheikh Anta Diop qui disait « Armez-vous du science jusqu'aux dents ». En d'autres mots, la connaissance occupe une place prépondérante pour le devenir d'un pays. Et merci pour votre aimable attention. ñi nga xamante ni ñoo njëkk ak Mor Noxo ak Cheikh Dieng ñooñu la ñu àndal pour ñëw jàppale président Abdou Karim Fall. comme ni ngeen ko waxee rek dafa amoon benn borom xam-xam bu daan wax naan chaque génération dans une relative opacité doit trouver sa mission, la remplir ou la trahir. kon nag ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ay ndaw am na loo xamante ne war nañu ci suñu ëllëgu réew kon nañu góorgóorlu ci jàng te jàng nag dafa fiir. ndax boo déggee ma ne jàng dafa fiir ndax boo demee ci kunkaati man Serigne Touba ma nga fay wax naan melokaanu élève bi nga xamante ni day sàkku xam-xam kon képp kuy sàkku xam-xam rek dafa am melokaan woo xamante ni da nga ko war a yor kon nag loolu rek buñ ko jëlee jëfandikoo ko yàlla dinañu dimbali ba xam-xam bi ñuy sàkkukat dinañ ko respecté te buñ ko respecté dina barkeel. en tout cas maa ngi santaat bu baax di amaat contentement nag vraiment. di taxaw fii nii ci samay xarit samay rak ndax maa ngi nekk ci université Cheikh Anta Diop nekk aussi juriste maam nekk ci département bu ñu naan fac droit kon nag su ma gisee ay xale yoo xamante ni tey dañoo jaar yoon wi nga xamante ni fi la waa Mbàkke daan jaar ndax ku ne xam na ni Mbàkke heure su bac résultat bac génnee Mbàkke moo ci am résultat buy gën a baax kon nag Mbàkke la mu daan def na ko continuer te ku gis engagement bi kat xam ni incha allah. Pas lu, il n'a pas beaucoup d'éléments et quand on prépare le bac non je dois avoir des éléments au niveau du roman, au niveau de la poésie, au niveau du théâtre. Au moins pour chaque genre majeur je dois avoir des illustrations que j'ai gardées par devers moi. Mais on ne peut pas attendre la veille du bac pour chercher des illustrations. Les adaptations ne les prenez pas en général parce qu'il y a des œuvres au programme. Il y a certains aussi qui prennent, quand on donne le théâtre, exemple à partir des séries. Ça, c'est formellement interdit en littérature. Si vous le faites, vous tombez sur un bon professeur de lettres, il va vous sanctionner. Attention, le théâtre littéraire diffère de ces séries télévisées. Il faut faire la différence. Le théâtre littéraire diffère des séries télévisées. Le théâtre littéraire, on l'a dit l'année dernière, le théâtre, c'est ce que je suis en train de faire. C'est un acteur qui est sur scène
et qui est devant les spectateurs. C'est un spectacle vivant, c'est un art du direct. Le théâtre est un art du direct. C'est un corps à corps. Ce sont des comédiens, des acteurs qui sont sur scène et qui jouent devant des spectateurs. Si vous prenez le téléfilm, mais c'est vous qui êtes devant l'écran de télévision, la bande passe, vous ne pouvez rien changer. Et le théâtre littéraire a des caractéristiques. Il y a la double énonciation. Si vous êtes devant la télé, où est-ce que vous allez ranger la double énonciation? La double énonciation, c'est quoi? C'est sur scène, l'acteur dialogue avec son semblable, mais l'acteur dialogue avec le public. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Parfois, je dis, est-ce que vous avez compris? Vous dites oui, monsieur, ou bien non, monsieur. Mais le théâtre est vivant. C'est un spectacle du direct. Il est vivant. Ça n'a rien à voir avec les téléfilms. Donc, si vous prenez Wadjoubach pour illustrer, ce n'est pas bon. Si vous prenez qui d'autre que vous connaissez, Saner pour illustrer, ce n'est pas bon. On vous demande d'aller vers les pièces de théâtre littéraires, les pièces écrites par Molière, par Pierre Corneille, par, je ne sais pas, en tout cas les pièces de théâtre comme Albert Camus, Caligula. Vous prenez ces pièces de théâtre et vous illustrez. Alors, si vous n'avez pas maintenant des pièces de théâtre, c'est le moment d'y aller et de chercher. Mais on ne peut pas prendre ces adaptations-là et illustrer. Si vous le faites, vous tombez sur un professeur qui est bon, il peut tolérer. Si vous tombez sur un littéraire pur et dur, il sanctionne, il barre. Et il ne vous apporte pas les points. C'est comme ce que j'ai dit tantôt, si vous faites l'amalgame entre le roman et l'épopée, vous faites l'amalgame entre la fable et la poésie, vous faites l'amalgame entre le théâtre et la poésie, mais ça ne peut pas prospérer. Parce que vous êtes en train de mélanger. Or, la littérature, elle est objective parfois, surtout au niveau du classement des genres. Cela nous permet maintenant d'aller vers la fonction esthétique. Nous avons épuisé la fonction engagée avec, j'ai dit, ces trois composantes: l'engagement social, l'engagement politique, l'engagement religieux. Là, vraiment, c'est facile. Vous prenez deux arguments et vous développez et vous illustrez. Si nous prenons la fonction esthétique, la fonction esthétique, c'est presque le langage qu'on vise. Comment le texte est bâti, comment le texte est disposé sur la feuille. Et quand on parle de fonction esthétique, on pense au beau, on pense à la valorisation de la beauté. Et dans la littérature, il y a un courant du 19e siècle qui a porté, qui a institutionnalisé cette fonction. C'est le Parnasse. Les Parnassiens ont développé cette fonction esthétique. Si au bac, vous prenez les Parnassiens comme étant des pionniers de la fonction esthétique, vous développez, c'est bien. Au-delà des Parnassiens, on peut ajouter d'autres qui ont développé la fonction esthétique. Là aussi, c'est meilleur. Pour les Parnassiens, en général, c'est un hommage qu'ils ont rendu à l'art. L'art, quand on le dit, vous êtes littéraire, on vous dit l'art, mais c'est la littérature. Ne cherchez pas à dire oui, art. Moi, je suis dans la littérature, on me dit art. Non, c'est la littérature. Parce que la littérature est un élément de l'art. Les gens, pour vous tromper, ils peuvent dire l'artiste. Vous dites, moi, je ne suis pas en philodé. Moi, je suis en littérature, on dit l'artiste. C'est le littéraire. Vous voyez, le nom d'artiste, c'est un nom transversal qui peut être donné à tous les gens qui sont dans le domaine de l'art. Quand nous avons le chanteur, mais on peut l'appeler un artiste. Le danseur, on peut l'appeler un artiste. Le peintre, on peut l'appeler un artiste. Mais l'écrivain aussi, on peut l'appeler un artiste parce qu'il est dans cette grande famille de l'art. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour eux, la littérature a toujours servi à l'humanité. Si nous voulons donner quelque chose, on utilise la littérature. Si nous voulons, par exemple,
exprimer nos sentiments personnels. Suite à une trahison, à un décès, j'ai mal, j'utilise la littérature. Si je veux me détendre, j'utilise la littérature. Si je veux enseigner, j'utilise la littérature. Si je veux connaître ce qui se passe au-delà des réalités familières, j'utilise la littérature. Donc la littérature est très utile. Mais il est bon de s'arrêter un moment pour rendre hommage à la littérature. Il est bon de dire merci à la littérature. C'est ce que les Parnations ont fait. Ils se sont dit quelque part, nous allons mettre de côté tout ce qui est engagement, tout ce qui est valeur morale, tout ce qui est tous les aspects de la littérature, on les met à côté et on valorise la littérature en tant que telle, sa beauté. Nous allons mettre le focus uniquement sur sa beauté pour rendre hommage à la littérature. C'est comme votre sac. Vous l'avez utilisé pendant toute l'année scolaire. Le sac est là. C'est lui qui contient les cahiers. Le sac, c'est lui qui contient les torchons. Le sac, c'est lui qui contient les fournitures. Le sac, c'est lui qui contient le pain. Le sac est très utile. Tu ne peux pas parler au sac, mais tu peux rendre hommage à ce sac. Tu peux le nettoyer, le laver à grande eau, le cirer et le poser là. Quand quelqu'un entre dans la pièce, il oublie les cahiers qu'on y mettait, il oublie les torchons que le sac gardait. Ce qui l'attire, c'est un seul aspect. Oh, sac, oh! Voilà ce que les Parnassiens ont fait. Applaudissez un peu.